Un seul chasseur américain a détruit plus de 5000 avions ennemis en seulement 2 ans. Découvrez pourquoi les pilotes japonais redoutaient le F-6F L4. Le 7 décembre 1941, Pearl Harbor brûle sous les bombes japonaises. Dans le ciel du Pacifique, un chasseur domine tous les autres, le Mitsubishi A6M0. Rapide, agile, mortel. Les pilotes américains découvrent avec terreur que leurs F-4F Wildcat ne font pas le poids face à cette machine de guerre. Entre décembre 1941 et juin 1942, les forces aériennes japonaises accumulent les victoires. Aux Philippines, à Wake Island, dans les Indes néerlandaises, le zéro règne en maître absolu. Les statistiques sont accablantes. Pour chaque zéro abattu, 3 appareils américains tombent du ciel. Dans les bases de Midway et de Guadalcanal, les pilotes américains comprennent qu'ils affrontent un adversaire supérieur. Le capitaine John Thatch, pilote expérimenté de la Navy, observe les combats depuis son cockpit. Il note chaque détail, la vitesse de montée exceptionnelle du zéro, sa capacité à virer serré, son canon de 20 mm dévastateur. Dans les rapports qu'il envoie à Pearl Harbor, un constat s'impose. L'Amérique doit créer un nouveau chasseur, sinon la guerre du Pacifique est perdue. Au printemps 1942, la situation devient critique. La bataille de la mer de Corail en mai, puis celle de Midway en juin, montrent que même avec des pilotes courageux, le F-4F Wildcat atteint ses limites. Le Bureau of Aeronautics de la Marine américaine lance un appel d'urgence aux constructeurs aéronautiques. La mission est claire, concevoir un chasseur capable de surpasser le zéro en vitesse, en puissance de feu et en robustesse. C'est à ce moment précis que Roy Grumman, fondateur de la Grumman Aircraft Engineering Corporation, entre en scène. Son entreprise basée à Bethpage, New York, a déjà prouvé sa capacité à construire des avions solides avec le F-4F Wildcat. Mais cette fois, Grumman sait qu'il doit aller plus loin. Il rassemble ses meilleurs ingénieurs, William Schwendler, chef du design, et Leon Sferbull, directeur de production. Dans les bureaux d'études de Bethpage, les ingénieurs analysent chaque rapport de combat provenant du Pacifique. Ils interrogent les pilotes revenus du front, étudient les débris de zéro capturés. Une conclusion émerge. Le nouveau chasseur ne doit pas essayer d'imiter la maniabilité du zéro. Il doit exploiter d'autres avantages. La vitesse, la puissance, la protection. Le concept du F-6F L4 commence à prendre forme sur les tables de dessin. Les spécifications sont ambitieuses. Le chasseur doit atteindre 600 km/h, disposer d'un armement supérieur aux 6 mitrailleuses de 12,7 mm et surtout offrir une protection maximale aux pilotes. Chaque décision de conception répond à une faiblesse identifiée du Wildcat ou à une force du zéro qu'il faut contrer. Le temps presse. En juin 1942, alors que les batailles font rage dans le Pacifique, le premier dessin technique complet du F-6F est finalisé. La marine américaine approuve immédiatement le projet. La course contre la montre commence. L'Amérique a besoin de ce chasseur et elle en a besoin maintenant. Cette décision va changer le cours de la guerre aérienne dans le Pacifique. Mais comment transformer un concept sur papier en une machine de guerre capable de terrifier les meilleurs pilotes japonais? Laissez votre avis dans les commentaires avec le mot L4 et abonnez-vous à l'Énigme militaire pour ne rien manquer de cette histoire extraordinaire. Le 26 juin 1942, sur la piste d'essai de Bethpage, New York, un nouveau chasseur roule pour la première fois. Le XF-6F1, premier prototype du L4, s'élance dans le ciel. Au cockpit, le pilote d'essai Robert Hall pousse les manettes. Le rugissement du moteur Wright R2600 résonne dans l'air. Mais très vite, les ingénieurs de Grumman comprennent. Ce moteur n'est pas assez puissant. Retour au bureau d'études. William Schwendler et son équipe prennent une décision audacieuse. Remplacer le Wright R2600 par le Pratt & Whitney R2800 double Wasp. Un monstre de 2000 chevaux. C'est le même moteur qui équipe le P-47 Thunderbolt, le chasseur terrestre le plus puissant de l'époque. Cette modification transforme complètement les performances de l'appareil. Le 30 juillet 1942, le prototype XF-6F3 équipé du nouveau moteur décolle pour son vol inaugural. Les résultats dépassent toutes les attentes. Vitesse maximale de 650 km/h à 7000 mètres d'altitude, vitesse de montée de 1180 mètres par minute. Le L4 peut désormais atteindre et dépasser le zéro en vitesse pure. Les ingénieurs japonais qui ont conçu le zéro léger et agile n'ont pas anticipé cette approche américaine basée sur la puissance brute. Mais la vitesse seule ne suffit pas. Les pilotes revenus du front répètent le même message. Ils ont besoin de protection. Contrairement au zéro qui sacrifie tout pour la légèreté, le L4 devient une forteresse volante.
Les ingénieurs installent des plaques de blindés derrière le siège du pilote, protégeant des balles de 7,7 mm et même de certains impacts de 20 mm. Les réservoirs auto-obturants, inexistants sur le Zéro, empêchent les liquides de carburant mortels. L'armement constitue le troisième pilier de la conception. 6 mitrailleuses Browning M2 de calibre 12,7 mm sont installées dans les ailes. Chaque arme dispose de 400 cartouches, offrant près de 15 secondes de tir continu. La cadence de tir combinée atteint 5400 coups par minute. Face à cette puissance de feu, le Zéro faiblement blindé ne peut encaisser qu'une rafale de quelques secondes avant de se désintégrer. Les dimensions du L4 impressionnent. 10,24 m de long, 13,05 m d'envergure, poids à vide de 4141 kg. C'est un géant comparé au Zéro qui pèse à peine 1680 kg. Mais cette masse se transforme en avantage tactique. Dans une pigée, la gravité et le poids permettent au L4 d'atteindre des vitesses que le Zéro ne peut égaler sans risquer de rupture structurelle. Saviez-vous que le cockpit du L4 offrait une visibilité panoramique exceptionnelle? Les pilotes américains découvrent en montant dans l'avion une caractéristique révolutionnaire. La verrière en forme de bulle offre une vision à 360 degrés. Contrairement aux chasseurs précédents, avec leurs mentons épais y créent des angles morts dangereux, le L4 permet aux pilotes de surveiller le ciel dans toutes les directions. Cette visibilité supérieure devient un atout crucial dans les combats tournoyants où repérer l'ennemi en premier fait la différence entre la vie et la mort. Les trains d'atterrissage robustes facilitent les opérations sur porte-avions. Le L4 peut encaisser des appontages brutaux que d'autres chasseurs ne supporteraient pas. Les mécaniciens sur les ponts d'envol des USS Essex, USS Yorktown et USS Lexington apprécient la réaliabilité mécanique de l'appareil. Le taux de disponibilité opérationnelle du L4 atteint 90%, un chiffre exceptionnel pour l'époque. La production s'accélère de manière spectaculaire. En janvier 1943, les premières unités opérationnelles quittent les chaînes d'assemblage de Bethpage. Grumman a construit une fabrique capable de produire un L4 complet toutes les 40 minutes. Leon Swerbull, le directeur de production, met en place des méthodes d'assemblage révolutionnaires qui préfigurent l'industrie aéronautique moderne. Entre 1942 et novembre 1945, Grumman produit exactement 12 295 exemplaires de F6F L4. Ce chiffre inclut 11 000 F6 F3 et 1189 F6 F5, la version améliorée introduite en 1944. Chaque appareil coûte $35 000 à la marine américaine, un prix raisonnable pour une machine de guerre aussi capable. Au printemps 1942, les premiers escadrons de chasse équipés de L4 embarquent sur les porte-avions de la flotte du Pacifique. Les pilotes terminent leur entraînement à NAS Jacksonville en Floride et à NAS North Island en Californie. Ils apprennent les tactiques spécifiques au L4. Attaque en pique à haute vitesse, passe d'attaque rapide, utilisation de la puissance moteur pour se désengager. Le stage dure 6 semaines intensives. Le commandant David McCampbell, qui deviendra le premier as de la Navy avec 34 victoires aériennes, effectue ses premiers vols sur L4 en mai 1943. Dans ses mémoires, il décrit l'impression de puissance brute que procure l'avion. Le rougissement du R2600 au décollage, la poussée qui plaque le pilote contre son siège, l'accélération linéaire jusqu'à la vitesse maximale. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les pilotes américains disposent d'une arme supérieure. Septembre 1943 s'approche. Les L4 sont prêts, les pilotes sont entraînés. La marine américaine se prépare à reprendre le contrôle du ciel du Pacifique. Le prédateur est né. Il est temps qu'il rencontre sa proie. Le 1er septembre 1943, au-dessus de l'île Marcus dans le Pacifique central, l'histoire bascule. Un hydravion japonais Kawanishi H-8K, surnommé Emily par les Alliés, patrouille à basse altitude. Soudain, 2 F-6F L4 de l'USS Yorktown surgissent des nuages. Le pilote américain aligne son viseur, presse la détente. Les 6 mitrailleuses de 12,7 mm crachent le feu. L'hydravion japonais explose en plein vol. C'est la première victoire officielle du L4. Ce n'est que le début. Quelques semaines plus tard, le 5 octobre 1943, l'opération prend une ampleur différente. L'atoll de Wake Island, perdu par les Américains en décembre 1941, subit un raid aérien massif. 24 L4 des porte-avions USS Lexington et USS Essex balaient l'île à basse altitude. Les installations japonaises explosent sous les roquettes et les bombes. Pour la première fois, les défenseurs japonais voient la puissance du nouveau chasseur américain. Les rapports qu'ils envoient à Tokyo parlent d'un appareil rapide, lourd, impossible à abattre avec les armes légères. Mais c'est en novembre 1943, lors de l'opération Galvanic visant l'atoll de Tarawa dans les îles Gilbert, que le L4 révèle sa vraie nature. Le 19 novembre, l'USS Essex et l'USS Bunker Hill lancent leurs escadrons de chasse pour établir la supériorité aérienne. Les pilotes japonais basés à Rabaul envoient une formation de 30 Mitsubishi A6M0 pour intercepter les Américains. Le ciel au-dessus de Tarawa devient un chaos de métal et de feu.
Les pilotes américains appliquent les tactiques développées pendant l'entraînement. Pas de combat tournoyant où le zéro excelle. Au lieu de cela, des passes rapides en piqué, utilisant l'avantage de vitesse et de poids du L4. Le lieutenant-commandant Edward O'Hare, déjà as avec 5 victoires, dirige l'attaque. Son L4 plonge à 650 km/h vers un zéro qui tente une manœuvre d'évitement. Trop lent. Les traceurs traversent le fuselage japonais qui explose. En 40 minutes de combat aérien d'intense, les résultats sont stupéfiants. 30 zéros détruits contre un seul L4 perdu. Les pilotes japonais qui survivent rentrent à leur base avec des récits terrifiants. Ils parlent d'un appareil américain qui ne peut être vaincu dans les tactiques traditionnelles. Les rapports mentionnent la robustesse extraordinaire de l'appareil. Plusieurs pilotes japonais décrivent avoir touché des L4 avec multiples rafales, voyant les impacts perforer les ailes et le fuselage sans que l'avion américain ne tombe. Cette bataille marque le tournant de la guerre aérienne dans le Pacifique. Mais comment les pilotes américains ont-ils développé cette tactique dévastatrice? Pensez-vous que le L4 aurait pu changer le cours de la guerre si introduit plus tôt? Partagez votre opinion dans les commentaires. Le commandant David McCampbell, pilote du VF-15 embarqué sur l'USS Essex, perfectionne une tactique appelée Tash Weave, du nom du capitaine Tash qui l'a inventée. 2 L4 volent en formation espacée. Quand un zéro attaque l'un d'eux, les 2 appareils américains virent l'un vers l'autre en croisant leur trajectoire. Le zéro, s'il poursuit sa cible, se retrouve exposé au tir du second L4. Cette manœuvre simple mais terriblement efficace transforme le désavantage numérique en piège mortel. En décembre 1943, l'opération Cartwheel vise les bastions japonais de Nouvelle-Bretagne. Les L4 du Marine Corps, maintenant intégrés aux unités de l'USS Navy, participent au raid sur Rabaul. Cette base japonaise héberge plus de 300 avions ennemis. Les 11 et 25 décembre, les attaques américaines détruisent au sol et en vol près de 100 appareils japonais. La supériorité du L4 devient évidente même pour le haut commandement japonais. Les pilotes japonais commencent à éviter le combat direct avec les L4. Les interceptions de communication radio révèlent que les commandants de chasse japonais ordonnent à leurs pilotes de se concentrer sur des bombardiers américains moins bien défendus. Affronter les L4 d'escorte devient une mission quasi suicidaire. Cette réputation grandissante du chasseur américain affecte le moral des aviateurs nippons. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre septembre et décembre 1943, les F-6F L4 accumulent 315 victoires aériennes confirmées pour seulement 18 pertes en combat. Ce ratio de victoire de 17,5 pour 1 dépasse tout ce que l'aviation américaine a connu auparavant. Les pilotes de zéro, autrefois confiants et agressifs, deviennent prudents et défensifs. Les bases aériennes japonaises de Truk, Saipan et Guam reçoivent des rapports alarmants. Le nouveau chasseur américain change l'équilibre des forces. À Tokyo, les ingénieurs d'aéronautique étudient les débris de L4 récupérés. Ils découvrent avec stupeur la qualité de construction, la puissance du moteur, la sophistication des systèmes. Kawanishi et Mitsubishi commencent à travailler sur des réponses, mais il est déjà trop tard. En janvier 1944, la marine américaine compte désormais plus de 1000 L4 opérationnels répartis sur 15 porte-avions. Les raids sur les îles Marshall permettent aux pilotes fraîchement entraînés d'accumuler de l'expérience. Les bases de formation aux États-Unis tournent à plein régime, produisant chaque mois 200 nouveaux pilotes qualifiés sur L4. Le baptême de feu s'est transformé en domination totale. Le ciel du Pacifique n'appartient plus aux Japonais. Il appartient maintenant aux prédateurs américains aux ailes repliantes et aux rugissements redoutables. Les grandes batailles navales de 1944 se profilent à l'horizon et le F-6F L4 est prêt à écrire les pages les plus sanglantes de son histoire. Le 19 juin 1944, l'océan Pacifique devient le théâtre de la plus grande bataille aéronavale de l'histoire, la bataille de la mer des Philippines. À l'aube, les porte-avions japonais lancent 373 appareils vers la flotte américaine. L'amiral Ozawa croit tenir sa revanche. Il se trompe. Face à cette armada aérienne nippone, 15 porte-avions américains catapultent 450 F-6F L4 dans le ciel bleu du Pacifique. Ce qui suit entre dans l'histoire sous le nom de Gruet Marianas Turkey Shoot, le grand tir aux pigeons des Mariannes. Les radars américains, technologie que les Japonais ne maîtrisent pas encore, détectent les formations ennemies à plus de 200 km. Les contrôleurs aériens dirigent les escadrons de L4 vers les positions optimales d'interception. Les pilotes japonais, dont beaucoup n'ont que quelques mois d'entraînement à cause des pertes accumulées depuis 1942, ne voient pas venir les Américains. Les L4 plongent depuis 8000 mètres d'altitude, atteignant 700 km/h dans la piquée. Le lieutenant Alexandre Vrassiou, pilote du VF-16 embarqué sur l'USS Lexington, devient l'un des héros de cette journée.
En 8 minutes de combat frénétique, il abat 6 bombardiers torpilleurs Yokosuka D4Y Judy. Son L4 crache près de 2400 cartouches. Vrassiou décrit plus tard la facilité déconcertante avec laquelle les chasseurs américains massacrent les formations japonaises mal protégées. Les héros d'escorte, surclassés en nombre et en performance, ne peuvent rien faire. À la fin de cette journée historique du 19 juin 1944, les statistiques sont accablantes pour le Japon. 346 avions japonais détruits, dont 243 abattus par les L4 en combat aérien. Les pertes américaines, 30 appareils, dont seulement 16 L4. La marine impériale japonaise vient de perdre en une seule journée l'équivalent de 6 mois de production aéronautique japonaise. Les porte-avions japonais rentrent à leur base avec des ponts d'envol presque vides. Le commandant David McCampbell, déjà mentionné dans nos chapitres précédents, établit un record inégalé lors de cette bataille. En 2 sorties distinctes, le même jour, il abat 9 appareils japonais. Son L4, matricule numéro 19, devient légendaire. McCampbell termine la guerre avec 34 victoires aériennes confirmées, devenant le premier as de la US Navy. Dans ses rapports de mission, il souligne systématiquement la robustesse et la fiabilité du L4 qui lui a sauvé la vie à plusieurs reprises. 4 mois plus tard, en octobre 1944, la bataille du golfe de Leyte aux Philippines marque la plus grande bataille navale de tous les temps. Les forces japonaises tentent une opération désespérée pour détruire les têtes de pont américaines. Le 24 octobre, des centaines d'avions japonais basés à terre attaquent la flotte américaine. Les F-6 F-4 de la Task Force 38 repoussent vague après vague d'attaquants suicides. C'est durant cette bataille que les pilotes américains rencontrent pour la première fois les kamikazes, ces pilotes japonais qui transforment leurs avions en missiles humains. Les L-4 prouvent leur valeur en interceptant la majorité de ces attaques suicides avant qu'elles n'atteignent les navires. Le 25 octobre, lors de la bataille de Samar, les L4 du groupe aérien de l'USS Gambier Bay attaquent même les cuirassés japonais avec des roquettes et des bombes, contribuant à repousser la flotte de surface ennemie. Les statistiques globales du F-6 FL4 dans la guerre du Pacifique défient l'imagination. Sur les 12 275 exemplaires produits, environ 6 500 voient le combat. Ces appareils accumulent collectivement 66 500 sorties de combat. Le nombre total de victoires aériennes attribuées au L4 atteint 5 223 appareils ennemis détruits, soit 56% de toutes les victoires de la US Navy et 75% des victoires de l'aviation embarquée américaine dans le Pacifique. Le ratio victoire sur perte du L4 atteint 19-1. Pour chaque F-6F abattu en combat aérien, 19 avions ennemis tombent. Ce ratio reste inégalé par tout autre chasseur embarqué de la Seconde Guerre mondiale. Les pertes de L4 s'élèvent à 270 appareils en combat aérien, tandis que les accidents et pertes opérationnelles comptent pour environ 1500 machines supplémentaires. Les pilotes de L4 deviennent les maîtres du ciel du Pacifique. En juin 1945, lors des dernières semaines de la guerre, les raids sur le Japon lui-même voient les L4 escorter les bombardiers B-29 et attaquer les bases aériennes japonaises. Les pilotes nippons, réduits à des adolescents à peine formés, évitent tout engagement direct. La supériorité aérienne américaine est totale et écrasante. Les équipages des porte-avions américains développent une confiance absolue dans le L4. Les mécaniciens apprécient sa maintenance relativement simple. Le moteur R2800, même si complexe, se révèle fiable même dans les conditions tropicales hostiles du Pacifique. Les armureries des navires peuvent recharger les 6 mitrailleuses d'un L4 en moins de 20 minutes, permettant des rotations rapides lors des combats intenses. Les pilotes japonais survivants témoignent après-guerre de leur terreur face au L4. Un ancien pilote de zéro, interrogé en 1946, décrit « Quand nous voyions les L4 arriver, nous savions que nos chances de survie étaient minimes. Ils étaient plus rapides, mieux armés, plus résistants. Nos tactiques traditionnelles ne fonctionnaient plus. » Cette domination psychologique s'ajoute à la supériorité technique, créant un effet dévastateur sur le moral japonais. La guerre du Pacifique se termine le 15 août 1945 avec la capitulation japonaise. Les F-6 FL4 patrouillent au-dessus de la baie de Tokyo lors de la cérémonie de signature de l'armistice à bord de l'ISS Missouri. Ces chasseurs qui ont terrorisé les pilotes japonais pendant 2 ans escortent maintenant les avions de transport américains qui apportent les troupes occupantes. Le L4 a rempli sa mission. Il a détruit la puissance aérienne japonaise, protégé les flottes américaines, soutenu les débarquements amphibies. Plus qu'un simple avion de chasse, le F-6F L4 est devenu le symbole de la supériorité industrielle et technologique américaine. Le prédateur a vaincu. Le ciel lui appartient désormais.
Le 15 août 1945, les sirènes retentissent sur tous les porte-avions de la flotte américaine du Pacifique. La guerre est finie. Les pilotes de F-6F L4, revenus de leur dernière patrouille, apprennent que l'empereur Hirohito vient d'annoncer la capitulation du Japon. Sur les ponts d'envol, les mécaniciens embrassent leur L4, ces machines qui ont ramené leurs pilotes vivants de milliers de missions mortelles. Le chasseur qui a terrorisé l'aviation japonaise pendant 2 ans devient soudainement obsolète. L'ère du jet commence. Dès septembre 1945, la marine américaine commence la démobilisation massive. Des milliers de L4, parfaitement fonctionnels et souvent avec moins de 100 heures de vol, sont déclarés excédentaires. Sur les bases aériennes de Californie et de Hawaï, des rangées interminables de F-6F attendent leur destin. Certains sont vendus comme ferraille pour quelques centaines de dollars. D'autres sont simplement poussés dans l'océan pour libérer de l'espace. Une fin inglorieuse pour des machines qui ont changé le cours de l'histoire. Cependant, le L4 connaît une seconde vie inattendue. La France, sortie exsangue de la guerre, doit reconstruire son aviation navale. En 1950, la Marine nationale française acquiert 179 F-6 F-5 L4 auprès des surplus américains. Ces appareils sont rebaptisés L4 Mk1 dans la nomenclature française. Basés sur le porte-avions Arromance, ancien HMS Colossus britannique, ces L4 français participent à la guerre d'Indochine entre 1951 et 1953. Au-dessus des jungles du Vietnam, du Cambodge et du Laos, les L4 français effectuent des missions d'appui-feu et de reconnaissance. Les pilotes français découvrent les mêmes qualités que leurs homologues américains. Robustesse, puissance, fiabilité. Entre 1951 et 1954, les L4 de la flottille AF et de la flottille 12F accumulent plusieurs milliers d'heures de vol en opération. 3 appareils sont perdus au combat, victimes de la défense antiaérienne du Viet Minh. L'Argentine devient également un utilisateur du L4. Entre 1948 et 1960, l'aéronavale argentine opère environ 50 exemplaires depuis le porte-avions Ara Independencia. Ces appareils participent principalement à des missions d'entraînement et de patrouille maritime. Le dernier L4 argentin est retiré du service en 1960, remplacé par des jets plus modernes comme le F-9F Panther. L'Uruguay achète également quelques exemplaires pour sa petite aviation navale dans les années 1950. Ces appareils, basés à Montevideo, effectuent des missions de surveillance des côtes et d'entraînement des pilotes. La carrière opérationnelle de ces L4 uruguayens s'achève en 1961. Mais le véritable héritage du L4 ne se mesure pas seulement en années de service. Ce chasseur a établi des standards de conception pour tous les avions embarqués suivants. La robustesse structurelle, la protection du pilote, la puissance de feu dévastatrice, la facilité de maintenance, tous ces principes deviennent des exigences pour les chasseurs de nouvelle génération. Le F-8F Bearcat, successeur direct du L4 chez Grumman, reprend les leçons apprises. Plus petit, plus léger, encore plus rapide avec ses 730 km/h, le Bearcat hérite de la philosophie du L4. Privilégier la performance et la survie. Mais il arrive trop tard pour voir le combat dans la Seconde Guerre mondiale. Seuls quelques exemplaires entrent en service en août 1945. Les statistiques finales du F-6F L4 restent impressionnantes même comparées aux chasseurs modernes. Production totale, 12 275 en 3 ans. Victoires aériennes confirmées, 5 223. Ratio victoire-perte, 19:1. Nombre de sorties, 66 530. Ces chiffres en font statistiquement le chasseur le plus efficace de toute la Seconde Guerre mondiale en termes de coût-efficacité. 32 pilotes de L4 deviennent des as avec 5 victoires ou plus. Le commandant David McCampbell, avec ses 34 victoires, reste le premier as de la US Navy. Cecil Harris en compte 24. Eugene Valencia, 23. Patrick Fleming, 19. Ces pilotes interrogés après-guerre attribuent tous une partie de leur succès à la qualité exceptionnelle de leur monture. Les musées du monde entier conservent aujourd'hui environ 70 L4 restaurés. Le National Naval Aviation Museum de Pensacola en Floride possède plusieurs exemplaires impeccablement restaurés. Le Smithsonian National Air and Space Museum à Washington expose un F-6 F-3 dans ses collections permanentes. En France, le musée de l'air et de l'espace du Bourget conserve un F-6 F-5 ayant servi en Indochine. Certains L4 volent encore lors de meetings aériens. Les collectionneurs privés et les associations de préservation maintiennent ces machines en état de vol. Le rugissement caractéristique du Pratt & Whitney R2800 résonne encore parfois dans le ciel, rappelant l'époque où ce son signifiait la mort pour les pilotes japonais. Les ingénieurs aéronautiques étudient encore aujourd'hui les principes de conception du L4. Les cours d'histoire militaire dans les académies navales du monde entier consacrent des chapitres entiers à l'impact tactique et stratégique du chasseur. La doctrine d'emploi développée pour le L4, attaque rapide, désengagement immédiat, exploitation des avantages technologiques, reste enseignée aux pilotes de chasse modernes. Le F-6F L4 a prouvé qu'un chasseur n'a pas besoin d'être le plus manœuvre ou le plus élégant pour être le plus mortel.
Il a démontré que la robustesse, la puissance et la protection valent parfois mieux que l'agilité pure. Cette leçon influence encore la conception des chasseurs embarqués actuels comme le FA-18 Super Hornets ou le F-35C. Les anciens adversaires japonais reconnaissent aujourd'hui l'excellence du L4. Dans les musées japonais consacrés à l'aviation de guerre, les panneaux explicatifs décrivent objectivement les caractéristiques supérieures du chasseur américain. Les historiens militaires japonais analysent comment le L4 a contribué à la défaite de leur aviation navale. Cette reconnaissance témoigne de l'impact durable de l'appareil. Le dernier L4 opérationnel a été retiré du service en 1961, mais son héritage perdure. Chaque fois qu'un chasseur embarqué catapulte d'un porte-avions moderne, il suit les traces du F-6F. Chaque fois qu'un pilote naval privilégie la survie et l'efficacité sur l'élégance, il applique les principes du L4. Ce prédateur né en 1942 dans l'urgence de la guerre a établi un standard qui résonne encore 80 ans plus tard. Le F-6F L4 n'était pas seulement un avion. C'était une réponse industrielle, technologique et tactique à une menace existentielle. Il représente le moment où l'Amérique a transformé sa puissance industrielle en supériorité militaire écrasante. Les 5223 avions ennemis détruits ne sont pas des simples statistiques. Ce sont 5223 raisons pour lesquelles la marine japonaise a perdu le contrôle du ciel du Pacifique. Aujourd'hui, quand vous voyez un L4 restauré voler dans un meeting aérien, rappelez-vous. Cette machine rugissante a changé le cours de la guerre la plus dévastatrice de l'histoire humaine. Elle a protégé des milliers de marins américains sur leurs navires. Elle a permis des débarquements qui ont libéré des îles du Pacifique une par une. Elle a terrorisé les pilotes japonais au point qu'ils préféraient fuir plutôt que de combattre. Le F-6F L4 reste le prédateur ultime de son époque. Un chasseur conçu avec un seul objectif, détruire l'aviation ennemie et reprendre le contrôle du ciel. Mission accomplie avec une efficacité rarement égalée dans l'histoire de la guerre aérienne. Voilà l'histoire extraordinaire du F-6F L4, le chasseur qui a terrorisé les pilotes japonais et a changé le cours de la guerre du Pacifique. Quelle bataille vous a le plus impressionné? Le massacre des Mariannes ou les combats de Leyte? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous immédiatement à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres secrets de la Seconde Guerre mondiale que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes historiques exclusives. L'histoire militaire regorge de machines légendaires et d'hommes extraordinaires. Restez avec nous pour les découvrir. À très bientôt pour une nouvelle énigme militaire.